directeur général adjoint de la culture, ancien ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, ancien conseiller du Premier ministre de l'Éducation nationale, de la culture, de la jeunesse et des sports. Il fut professeur d'anglais. Il est né donc vers 1950 à Bousso. Monsieur Moussa Wayor, merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Alors, je le disais tantôt que vous êtes né en 1950 à Bousso. C'est où Bousso? Bon, Bousso, c'est l'ancien Chari Baguirmi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le chef-lieu de ce qu'on appelle le Louk-Chari. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis né sous un arbre à côté du pont, le premier pont de Bailly qu'on devait construire. Mon père, ayant été démobilisé de l'armée française, était recruté comme capitaine par l'entreprise qui devait construire le pont. Oui. Ma mère était la sœur des ouvriers qui devaient travailler au chantier de la construction du pont. Donc mon père a jeté son dévolu sur cette brave cuisinière et elle est devenue ma mère. Donc. Et je suis en fait né sous un arbre à côté de ce pont-là. Donc le papa et la maman vivaient sous un arbre? Ils n'avaient pas construit une tente? Non, parce que d'abord la tente était une notion très lointaine à l'époque, dans les années 48-50. Mais c'est parce que bon, c'était des huttes. Mais la naissance, effectivement, ça s'est fait pratiquement sous un arbre. Parce que la matrone du village, c'était pratiquement au premier coin. Mais pourquoi Bousso? Parce qu'en 1954, avec la loi cadre en France, mon père, garde territoriale, devait bénéficier des avantages coloniaux. Et il fallait donc trouver un état civil à tous ses enfants, un acte de mariage pour son épouse. Donc nous, on était déjà à Béché en 51. Et il va donc, le chef de district le convoque, il demande, mais ton enfant, il est où? Donc, on écrit au chef de district de Bousso, qui lui fait un acte de naissance, Moussa né à Bousso. Alors, votre papa est originaire de quelle région du pays? Bon, mon père est originaire de ce qu'on appelait l'ancien Moyen Chari. Maintenant, c'est le Mondoul et pratiquement le Barsara. Donc, nous sommes de Moïsala, nous sommes de la tribu d'Aï. Et d'ailleurs, sur l'acte de naissance que j'ai, c'est-à-dire que Sarah Daï, c'est ça le nom de la tribu, c'est mon acte de naissance. Donc voilà l'origine de mon père. Ma mère, elle est par contre de la Tangilé, parce qu'à l'époque, il n'était pas loin de la région de mes parents maternels. Donc ils sont venus ouvriers. Actuellement, c'est la zone de... Comment vous appelez ça? Le champ pétrolier n'est pas loin, à peine 10 km de ce village-là. Donc mes parents maternels sont de la Tangilé, précisément de la Tangilé Est, et mon père donc de Barsara de Moussela. Alors finalement, vous n'aurez pas l'occasion d'aller rester dans la région d'origine de votre père, puisque dès votre enfance, le papa se déplace à Béché. Alors c'était toujours pour un poste de responsabilité qui s'est retrouvé dans le Ouaddaï? Alors là, cette fois-ci, étant un ancien démobilisé de l'armée française, il est recruté à la garde territoriale. La garde territoriale, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la garde nationale. Donc, recruté garde territoriale, il est amené à Béché, de Bousso, de Baïl, donc Bousso, et on l'amène à Béché. Et nous, maintenant, avec ma mère, on va suivre en 51, en baleinière. De Bousso, nous sommes venus à Fort-Lamy en baleinière. Et de baleinière, maintenant, nous sommes partis à Béché, à ce qu'on appelle à l'époque l'Uniroute. C'était l'Uni-Tchadienne plus tard, etc., les transports routiers à l'époque. Voilà, comme ça, nous sommes arrivés à Béché. Vous êtes resté à Béché, je crois qu'à Béché, vous avez gardé beaucoup de souvenirs. À Béché, c'est une partie de ma vie, comme on dit, parce que j'ai commencé l'école primaire là, en 56, donc. Et j'ai fait jusqu'au CE2, et mon père a été affecté à Gosbeda. Affecté à Gosbeda, nous sommes restés là de 58. Je suis rentré en 1963. Donc j'ai repris mon CE2, j'ai fait le CM1. À l'époque, il n'y avait même pas de CM2. Mais on a eu la chance, il y avait un jeune instituteur qui était arrivé, il a ouvert la case du CM2. Nous avons donc tenté notre CEP en 62, ça passait, mais le entrée en 6, on s'est cassé la gueule. Et curieusement, moi je m'inquiétais, un vieux qui me dit, écoute mon fils, c'est terminé votre histoire de CEP, c'est fini mon fils. Je dis, comment ça, je vais être maître moi? Il dit, non. Le Tchad d'aujourd'hui, c'est fini les maîtres. Avec CEP là, c'est fini. Il me repart à l'école. Il va dire à mon père et me voit en train de reprendre mon CM2. Donc je reprends mon CM2. Dieu merci, je suis admis en 6e en 63. Et me voilà à Béché jusqu'en 68. À Béché, donc au lycée franco-arabe? Au lycée franco-arabe, donc de 63 à 68. Sur ce, mon père, il plie bagage, il fout le camp.
Il faut le camp, c'est-à-dire... Il meurt. Non, il meurt. Ah oui. Alors, comme il est mort, à l'époque, c'était un peu difficile. J'ai voulu donc ne pas continuer mes études et je voulais donc travailler. En voulant travailler, le surveillant général... Alors, on ouvre une parenthèse, vous êtes le fils aîné? Oui. Oui. Alors, le surveillant général me dit, je ne donne pas. Je reprends les cours. Parce que ton père est mort, c'est suffisant. Évidemment, je suis obligé de reprendre les cours, mais la tête ne marchait pas, donc j'ai dû faire 2 concours pour m'en aller. J'ai fait le concours de l'École nationale d'administration de l'époque et le concours de la section préparatoire de l'École normale supérieure d'Afrique centrale. Je suis admis aux 2 concours, curieusement, parce que je n'étais pas très intelligent, donc je suis surpris d'être admis à tout ça. Bon, et maintenant, je décide d'être enseignant. Monsieur Land ne dit pas question. Vous êtes 5e de la promotion, vous parlez bien français, vous comprenez très bien la coopération française, vous ne partez pas. Et Tombolwa s'en mêle. Ah, catastrophe. On va prendre le blanc qui est le directeur de la section préparatoire. On dit, mon cher, il faut tout faire pour nous renvoyer ailleurs. Alors, j'ai expliqué à l'adjoint de M. Land, qui était un Toubab aussi, chef du directeur de l'étude en Toubab. Il me dit, monsieur Wayor, mais expliquez-vous. J'ai dit, voilà. Moi, s'il n'y avait pas l'admission à la section préparatoire, je venais à l'ENA. Mais je suis de nature à ne pas accepter cet nombre de choses. Donc si je viens ici, je sors de l'ENA, je serai nécessairement sous-préfet adjoint. J'aurai des problèmes avec mon titulaire et ma carrière est finie. Donc laissez-moi aller devenir enseignant, j'ai ma classe, je raconterai ce que je veux dans ma classe et j'évoluerai en tant qu'enseignant le reste de ma vie, ça ne me dérangera pas. Il est resté comme ça, il a accepté. Alors, avant de repartir à Brazzaville, vous avez continué vos études supérieures, devenir enseignant. Et vous avez gardé quand même des souvenirs de vos nombreux contacts avec ceux qui vous entourent, avec l'environnement à Abéché, tout comme à Gozbeda, les 2 villes, les 2 principales villes que vous avez, qui vous a vu grandir. Oui. La ville d'Abéché vous a vu grandir un peu, à Gozbeda également. Alors, quel souvenir vous gardez de ces 2 localités? Bon, je crois que c'est un peu difficile de dire qu'on se souvient de quelque chose de précis, sinon d'une enfance rurale, parce que Gozbeda c'était rural. On partait au marigot comme tous les petits-enfants, on courait derrière tout le monde, on faisait ces petits pièges. Quand un touriste passait, on l'accompagnait à la chasse, on ramassait les perdrix derrière lui, etc. Mais à Béché, certainement, il y a des souvenirs parce que là, j'ai fait quand même le primaire et je suis revenu faire le secondaire là-dedans. Et bien, c'était une enfance très studieuse parce qu'à l'époque, l'école, c'est d'abord réussir. Vous ne réussissez pas, ne pensez à rien du tout. Donc, toute notre existence, nous autres, a été d'abord de réussir en classe. Moi, j'étais de ceux qui ne savaient même pas danser. Je ne savais même pas danser la rumba à l'époque. Mais ce qui est vrai, c'est que bon, il y avait des amis, mais malheureusement, ils sont tous partis. Ils sont pratiquement tous partis. Le dernier était un colonel, il est parti il n'y a pas longtemps. Donc pratiquement tous mes copains sont partis. C'est vrai, je me souviens encore d'un ami avec qui on était dans la même chambre. Lui, il est musulman, moi je suis chrétien. Et la guerre du Biafra se déclenche. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, c'est dommage. J'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? La guerre Biafra, c'était au Nigeria. Oui. Alors, je lui ai dit, de toutes les manières, la guerre du Biafra, faisons attention que ça ne nous touche pas. Il dit comment? J'ai dit, officiellement, c'est une guerre interne du Nigeria, mais en fait, c'est 2 groupes ethniques du Nigeria qui s'opposent à travers des religions, les chrétiens et les musulmans, sans leur dire leur nom. Après, il me dit, mais et si ça vient, où est-ce que tu vas aller? Je dis, mais je suis chrétien, où est-ce que tu veux que j'aille? Je dis, mais moi aussi je ferai comme ça, j'irai chez les musulmans. Là, nous parlons de 67. Oui. Malheureusement, mon pauvre ami est devenu un grand docteur et un biologiste. Il est mort malheureusement dans cette confusion de ce pays-là. Il était dans une ville où le temps de chercher le médicament, il a payé. Grand docteur, bien grand biologiste. Il s'appelle Silay Omar, c'est un gars du Guéra. Nous, on a grandi ensemble à Gozbeda et même on se retrouve à Béché ensemble. Et voilà de ce gars que je me souviens. Et je me souviens également des amis de sport parce que là, on faisait beaucoup de sport.
Vous particulièrement, vous pratiquez... Bon, ben, pour le besoin, pour venir voir Fort-Lamy, il fallait donc trouver un prétexte, donc on faisait du tout. Personnellement, bon, mon professeur, le défunt Kinder, Capionawar, tout ce monde-là, nous ont enseigné, donc on a fait une sélection. Bon, nous autres, on a eu la chance de nous en sortir en triple saut, en 400 mètres, et c'est pour ça qu'on nous a amené à N'Djamena, enfin à Fort-Lamy à l'époque. Oui. Donc nous sommes venus par Fort-Lamy repartir, c'était bon. Mais s'il faut encore pas d'autre chose de l'enfance, c'est ce même vieux infirmier qui a... C'est un monsieur qui m'a dit, c'est fini votre histoire de CP là. Je suis là aussi qui m'a surpris un jour parce que j'étais à l'école, je rentrais, et puis son fils qui est mon compagnon, il l'a circoncis. Puis je suis venu pour regarder par la fenêtre comment il finissait, il était au niveau du bandage. Il lève la tête, il dit, tiens, c'est moi, faites-le venir. C'est comme ça que j'ai été circoncis, sans que mon père ni ma mère, personne ne soit au courant. Donc, il me fait circoncire, et puis mon fils est parti ensemble. Et après, le soir, il envoie chercher mon père, il dit, bon, j'ai circoncis mon fils. Il dit, mais c'est ton fils, donc où est le problème? Vous voyez, donc des petites choses comme ça, qui nous marquaient un peu. Il y a aussi la chose principale que je retiens de l'enfance, c'était la guerre de 6 jours. Nous étions au lycée d'Abéché, interne, et on râlait sur la guerre de 6 jours. Il y en a qui disent, mais pourquoi le Tchad ne soutient pas les pays arabes? On a dit, non, le Tchad n'est pas un pays arabe, que cette histoire-là. Et puis on a palabré toute la nuit. Le lendemain matin, nous venons en classe, et notre professeur, le défunt le Cheikh Adoumbarka, dont l'université d'Abéché porte le nom, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette mine que vous faites ce matin? C'est quoi ça? On dit, c'est le professeur, vraiment, hier nuit, là, on n'a pas dormi, on a discuté de ça, de ça. Et puis il éclate de rire. Mais il dit, de quoi vous mêlez-vous des enfants des rivales? Ah, tout le monde est éberlué, qu'est-ce que c'est? Il dit, oui, mais les Arabes et les Juifs sont des mêmes pères. Ils sont des mères différentes, c'est tout. Donc, que ces gens-là se battent, c'est normal. De quoi vous mêlez-vous? Et tout d'un coup, l'ardeur de chacun. Et on n'a plus jamais parlé. Autre chose que je me souviens encore, c'est que nous, on ne connaissait rien en mathématiques. On avait des difficultés de suivre le cours de mathématiques et on avait des amis. Il y a un qui est encore là, deux d'ailleurs. Il y a Abderrahim Kideina, qui est l'inspecteur général, qui était directeur général de l'éducation à un moment. Il y a Abderrahman Salah, qui est actuellement gouverneur de la Tangélé. C'était le meilleur matheux du groupe. Il y a Labo aussi, il doit être quelque chose comme ça ici. Et c'est avec ceux-là qu'on reprenait les cours de mathématiques, on faisait les mathématiques et on a fait nos examens. Donc pour dire que bon, il y a des choses qu'on peut se souvenir, bon, mais il y en a beaucoup, mais des petites choses. Mais l'essentiel, c'était des choses de ce genre-là. Vous étiez très jeune en 1960, entre 60 et 66. Oui. Vous vous trouvez toujours dans le Wadaï, oui. La première rébellion née au Tchad. Oui. Et vous étiez très jeune. Oui. Alors, est-ce qu'on vous parlait de cela? Est-ce que vous vous sentez inquiété par rapport à ce qui s'est passé? Bon, dire qu'on était inquiété, c'est que plutôt on ne comprenait rien. En ce sens qu'on se réveille un matin et puis on veut passer les 6 de l'armée devant le lycée. C'est entré au camp. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Bon, avec le temps, on a su qu'il y avait quelque chose quelque part qu'on appelait Mangalmé. Ça s'est passé. Et c'est un peu plus tard que vous avez... Oui, c'est plus tard qu'on a su comment c'est parti, pourquoi, etc. Mais en fait, à l'époque, on ne comprenait pas grand-chose. Sinon, plus tard, on a appris que c'était l'affaire de l'impôt, de Denarwateni, c'est-à-dire l'emprunt national, qui aurait, plus l'impôt aurait rendu la population un peu nerveuse et elle a réagi. Bon, ça c'était à l'époque. On a mis du temps d'ailleurs pour comprendre de quoi il s'agit. Et vous avez compris qu'est-ce qui a été à l'origine? Non. À l'époque, on nous a dit que c'était Denarwateni, c'est-à-dire l'emprunt national, donc on s'était resté à ça parce que nous, ce n'était pas encore notre problème. Mais évidemment, il y avait quelque chose d'intéressant qui s'était passé en cette période-là également. On est venu dire au lycée qu'on veut recruter des aspirants. Et on était 3 à être candidats. Non, 4. Il y avait Ahmed Aldoum, il y avait Doumrou, il y avait Ngariel, il y avait moi. On était 4. Donc on a accepté d'aller à Moussoro pour faire l'aspirant. Mais moi, avant d'y aller, je suis allé me renseigner. J'ai dit, mais c'est quoi votre histoire d'aspirant? Parce que j'avais déjà Roda qui était là sur place. Il me dit, mais c'est quoi l'affaire d'aspirant? Il me dit, non, l'aspirant, ça vous forme officier, mais vous avez une période qu'on appelle, j'appelle ça la pédalité. Donc, vous êtes dans une période légale, c'est-à-dire comme si vous faites des services militaires. Donc, on vous paye à 4 700 francs par mois.
On subvient à tous vos besoins, c'est-à-dire habillement militaire, bien sûr, timbre postal, etc. Ça, vous mangez à vous mettre des officiers. Je dis, ah non, moi, si je vais là, c'est pour gagner des sous, c'est 4500, je ne pars pas. Donc, les trois sont partis, malheureusement, ils sont tous partis aussi. Le dernier à mourir, c'était le commandant Gaël. C'était ça, mais pour nous... Vous avez désisté. Mais moi, je suis orphelin. Je n'ai pas d'argent, j'ouvre 4500, je ne pars pas. C'est comme ça que je peux rester à mon lycée et puis faire les autres concours et partir. Voilà un peu ça. Et la disparition précoce de votre père, c'est vrai, ça fait que vous avez changé un peu le cours de Oui, et c'est vrai, parce que je n'ai pas fait une classe de première là où je suis. Je n'ai pas fait une classe de première. C'est en seconde que je suis parti. J'ai fait les 2 concours en seconde. J'ai fait, donc, admis donc, à la section préparatoire. J'ai fait la section préparatoire au lycée Félix Ségoué. Nous avons fait un concours national, nous sommes partis à Brazzaville. En tant qu'aîné, vous devez prendre en charge également votre maman. Oui. Peut-être vous avez des petits frères. Si, il y en avait. Ils sont là encore, il y a quelques-uns qui sont encore là. Et effectivement, c'était une responsabilité, mais en réalité, on pouvait s'en sortir, puisque de toute manière, à l'époque, on mangeait avec rien. À l'époque, nous, on avait déjà une bourse de 3 000 francs, on utilisait des grands messieurs. Donc, c'était à Brazzaville? Non, pas. À Brazzaville, on avait 35 000, et puis là, on était les meilleurs payés du coin après les Gabonais. Mais c'était suffisant, évidemment, pour... On mangeait pratiquement à 200 francs le repas au restaurant de l'université. Bon, donc, c'était bien. Bon, la responsabilité familiale avec ce peu d'argent qu'on avait, non, ça permettait. Il y a même ceux qui se sont mariés après. La deuxième année, il y en a qui sont partis avec leurs épouses. Mais en réalité, la responsabilité que l'on pouvait avoir, c'était principalement réussir. C'était réussir parce qu'à l'époque, l'école normale supérieure, ce n'était pas de la plaisanterie. On notait jusqu'à votre habillement. Même ma cravate, maintenant, là, comme elle est mal faite, là. Comme ça, là. Comme ça, on te note ça. On vous note ça pendant. Donc, tout le monde soignait son image de professeur, etc. Donc, c'est des grands soucis. Mais aussi une manière pour nous de nous former également, une certaine rigueur personnelle. Quand on appréciait votre tenue, mais on gérait aussi la réaction des enfants par rapport à votre... Il y a des gens qui portaient ce qu'on appelle à l'époque tête de nègre, c'était gros comme ça, et les élèves ne regardaient que ça, vous perdez des points à quoi avec ça. Parce que vous risquez d'attirer disons, faire la diversion de l'attention de l'enfant. Au lieu de suivre le coup, il vous voit votre tenue. Vous savez, il y a des amis qui portaient des vestes jusqu'aux genoux, donc c'était une belle histoire de stage. Enfin bref, c'est pas ça que vous avez besoin. Oui. Et donc, de 1969 à 1972... C'est 68. 68 à 1972. Non, vous avez raison, nous sommes partis en 69. Oui. En 69, nous sommes partis jusqu'en 72. Vous avez suivi la formation à Brazzaville, vous avez rencontré, puisque c'est un centre de formation sous-régional, vous avez rencontré des Camerounais, des Gabonais, des Centrafricains, mais aussi des Congolais. Bien sûr, c'était chez eux. Alors, qu'est-ce que vous avez pu garder comme souvenir de cette rencontre? C'était une formation, c'est aussi un rendez-vous de donner et de recevoir pour vous? Bon, l'école normale supérieure, c'était effectivement d'abord la formation. Et nous étions arrivés à un Congo-Brazzaville qui était déjà un Congo marxiste-léniniste. Donc l'agitation politique, maoïsme, marxisme, tout ça était déjà à la mode. Donc il fallait savoir ce qu'on veut. Il fallait donc faire attention au langage et pour savoir ce qui s'est passé. C'était également l'arrivée de la vision pédagogique moderne, c'est-à-dire que l'existentialisme marquait déjà l'approche pédagogique, le raisonnement pédagogique, la recherche aussi de ce moment-là qu'il fallait une pédagogie proche de l'éducation de la culture africaine, etc. Donc le débat était tel que il faut être plus philosophe qu'intellectuel. Maintenant, qu'est-ce qui nous a marqué dans cette école normale supérieure? Nous avons eu d'abord la chance d'être le vice-président de l'association des étudiants de l'école normale supérieure de l'Afrique centrale. J'étais ensuite le président des étudiants tchadiens de Brazzaville. Ceci m'a donné donc l'occasion de rencontrer également des personnalités et de comprendre un certain nombre de problèmes. Des personnalités congolaises? Oui, notamment le directeur de l'école normale supérieure. Et aussi comment maîtriser un certain nombre de dossiers, parce que les Tchadiens également entrés dans la mouvance psychologique, c'est-à-dire de marxisme-léninisme, s'agitaient un peu. Et je me souviens vaguement également, parce que je dis vaguement parce que je n'étais pas avec eux,
de l'arrivée de Pompidou à N'Djamena, pendant qu'à Brazzaville, les étudiants manifestaient contre l'ambassade du Tchad à Brazzaville, et ce n'était pas une bonne chose, et ça a dû finir en catastrophe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit encore se souvenir, notamment Gamar Sile, qui doit être là encore, là, quelque part dans les circuits. Je crois que lui, au moins, il doit se souvenir de cette aventure. Et d'ailleurs, c'est expliqué une fois pourquoi ils ont fini dans la rébellion, alors que moi, je n'ai pas fini dans la rébellion. J'ai été plutôt prisonnier de la rébellion dans mon histoire. Bon, mais l'école normale supérieure en tant que telle, j'ai eu à connaître un homme comme Tister Tikaya, qui est un homme d'une très grande dignité en tant que responsable, mais qui a toujours compté sur la dignité de chacun de nous et le sens de responsabilité de chacun de nous. Donc chaque fois qu'un étudiant d'un pays précis voulait faire grève, voulait se fâcher, vous mettez devant vos responsabilités, à vous de choisir. Et c'est comme ça que, par exemple, pour le cas du Tchad, où les étudiants devaient faire une marche, etc., il a appelé tout le monde. Mais j'ai appris ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est le Congo. Pompidou vient au Tchad, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Vous voyez, je pense que c'était responsable. Nous souhaitons que, gentiment, vous revenez prendre vos cours demain matin. Non. Nous, président des étudiants tchadiens, ensuite, le vice-président de l'Afrique centrale, on a dit, mais c'est la meilleure formule. Évidemment, c'est vite fait d'être traité de quoi? Comment on appelle à l'époque les mots à l'époque? Vous êtes juste traité de bourgeois comprador, de bourgeois qu'on appelle capitalistes, etc. Bon, mais il fallait choisir en ce moment de la vie un certain nombre de choses. Surtout moi, mon idée était simple. Il faut que je rentre chez moi avec un diplôme. Oui. Donc, toute chose là, non, ça ne marche pas. Mais Dieu merci, il y avait des gens comme Tister Tikaya qui étaient à l'économie supérieure, il ne s'agitait pas. Tister Tikaya, d'ailleurs, a été un des grands leaders du Congo actuel. Après, je pense que, avec les événements du Congo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Bon, je pourrais encore dire autre chose, c'est la solidarité comme des Tchadiens. Les étudiants étaient solidaires. Il n'y avait pas quand même la version précise, toi tu es du Nord, tu es du Nord, du Sud, il n'y en avait pas. Ça, au moins, c'était une vérité. On s'aimait bien, mais dès qu'on arrivait à l'aéroport de N'Djamena, chacun disparaissait, on ne se revoyait plus. On arrivait à Brazzaville, nous sommes les mêmes Tchadiens. Chacun prenait sa direction. Oui. Alors finalement, vous êtes rentré, nanti de votre diplôme en 1972 à N'Djamena. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes au service civique? Non. À l'époque, le service civique n'était pas encore arrivé. En 72, j'étais à la maison quand on m'a arrivé mon arrêt d'intégration. Ce n'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, dès que vous arrivez là, les directions des bourses envoyaient les dossiers directement au ministère concerné. Ce n'était pas directement à la fonction publique. Et le ministère concerné faisait un dossier et demandait à la fonction publique l'intégration des intéressés. Donc, moi, j'étais à la maison, quand mon arrêt d'intégration est arrivé, puis on m'a dit, voilà la copie d'affectation. Bien sûr, je regrette une chose, c'est parce que le directeur d'antan nous a refusé d'aller faire la deuxième section qui a été créée, qui nous permettait de sortir professeur certifié. Toujours à Brazzaville? Oui. Mais au Tchad, le directeur d'enseignement secondaire nous a refusé de partir. On est tous restés. Pourquoi? Parce que... Et il dit qu'il n'y a pas de personnel, c'est les premières compétences. Oui, vous allez laisser des vides. Non, mais on était la toute première équipe la plus importante. On était 12. 12 professeurs. J'étais le seul anglophone du groupe. Le professeur d'anglais du groupe. Ouais. Il y avait quand même des professeurs de mathématiques. Il y avait du Kidena, il y avait Taban Koko, il y avait des biologistes. Youssouf Ramadan, je pense qu'il était encore à quelque part. Il y avait une bonne équipe qui pouvait tenir 2-3 établissements. Donc on nous a tous maintenus pour rester. Et nous avons travaillé. Et puis bon, malheureusement, donc tout le monde n'a pas continué certifié. Moi, une fois affecté à N'Djamena, je me suis inscrit en régime, qu'ils appellent ça quoi là? Bon, ça me permet d'avoir une licence. C'est comme auditeur libre. Voilà, merci beaucoup pour le mot. Et ensuite, on devait aller à Brazzaville pour l'inspectorat. Je suis admis, on me le refuse. Alors l'un des membres de la commission dit, mais pourquoi vous le refusez à Wayar Dali? Vous êtes inspecteur primaire. Il s'est pas dit, non, on n'a pas de professeur, il reste. C'est comme ça que mes amis sont partis devenir des inspecteurs et moi je suis resté professeur licencié. Vous avez continué à enseigner? Oui, bon, on nous a responsabilisé très tôt quand même. On nous a responsabilisé très tôt parce qu'après 2 ans de service, on s'est retrouvés tous directeurs de CG, qui est censeur, etc. Donc c'était quand même très vite. Bon, mais ça va, on s'était habitué à notre responsabilité. Ce n'était pas de gros établissements, c'était
Vous avez juste les 2 sixièmes, 2 cinquièmes, peut-être une troisième, une quatrième et une troisième. Donc ce n'était pas de gros établissements. À 4-5 professeurs, vous tenez l'établissement, ça ne posait aucun problème. Mais qu'est-ce qui a marqué votre vie pendant la période de 72-13 jusqu'en 75-16? Est-ce qu'il y a des événements du pays, des événements qui ont marqué l'histoire du pays, qui ont retenu votre attention? Bon, c'était des événements que tout le monde aurait remarqué, c'est-à-dire que pendant que, bon, la première année de travail que j'avais commencé comme professeur de CG à Pala, la première des choses, c'était 1 an après, on s'est retrouvé député à MNRCS. Donc, il y a ces changements politiques. On ne s'appelait plus monsieur, mais pas compatriote. Et puis nous avons fini en 75 un matin. C'était déjà parti unique. Bon, depuis 102 qu'il a commencé les partis uniques, qui d'ailleurs un des ingrédients, n'est-ce pas, de la pagaille de ce pays, parce que je me rappelle, si mes souvenirs sont exacts, les aussi de fin, Djibril Kharra lui avait dit en son temps que si tu veux créer un parti unique, c'est bon, mais que tous les partis se fondent dans un seul nouveau parti. Si on avait pris ça, il n'y aurait pas de divergence. Malheureusement, ça n'a pas été pris. Il a voulu que son PPT-RDA passe. Donc malheureusement, chacun a tiré de son côté et ça s'est cassé. Vous avez milité? Oui, j'ai milité. Non, mais j'étais par hasard de la chose secrétaire général de GEPT pour une année, je crois. Et puis depuis lors, je n'ai pas milité dans un parti jusqu'à ce que nous arrivions à l'événement du Sénabré. Et nous sommes devenus des militants de l'UNIR. Et vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas été en rébellion. Non. Mais vous étiez plutôt prisonnier. Oui, effectivement. De la rébellion. Ça, c'est le hasard de l'histoire. Bon, je me suis retrouvé professeur à Faya-Largeau. En quelle année? En 60, professeur de lycée, donc, oui. À Faya-Largeau. Et un matin, le Frolina entre en action. Et après 18 jours, nous sommes faits prisonniers. La Croix-Rouge arrive, elle catégorise les gens. Et les infirmiers et les enseignants ne sont pas des prisonniers de guerre, mais c'est des personnes civiles empêchées. Donc on n'avait droit à aucun soutien matériel ou moral, ne fût-ce que même alimentaire de la part de la Croix-Rouge. Les autres étaient des prisonniers de guerre, les sous-préfets et autres, ça a été des prisonniers de guerre, les militaires, bon. Donc nous, en fait, pour parler vaguement, on peut vous parler plus facilement pour la simplification. On dit on est prisonnier de guerre. C'était ça. On l'a été pendant 3 ans. Évidemment, beaucoup d'amis sont morts. Et pendant cette période, vous faites quoi? Comment vous étiez traité? Bon, pendant ce temps-là, curieusement, on s'est retrouvés, ils m'ont laissé en train d'enseigner quand même. On a pu enseigner au lycée, on a fait tourner le lycée. Je crois que là, il y a quelques 2-3 copains qui sont encore vivants, notamment Gerbey, Ribard, qui était le seul professeur, je crois, licencié de lettres. On avait assez de professeurs bacheliers qu'on a tout fait pour on a tout négocié pour qu'ils puissent partir. Je me rappelle encore le vice-président du Frolina de l'époque, M. Mamad Ali Younous, le grand frère de Younous, qui était mon professeur du lycée. Je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu me gardes moi prisonnier, mais les bacheliers là, qu'est-ce que tu en fais? Il dit, il y a des bacheliers? J'ai dit, oui, il y a des bacheliers. Ils enseignent au lycée. Mais il y en a 2 ou 3 qui ont pu fuir avec les familles militaires. Il y a un que j'ai retrouvé vivant ici, les autres, je ne sais pas. Mais il y en a 2 qui sont restés. Que j'ai réussi, grâce à M. Matalion, lui aussi les défunts, vice-président du Frolina de l'époque. Il a accepté de demander la Croix-Rouge de le faire partir pour aller étudier. Effectivement, ils sont arrivés ici, ils ont pu étudier. Ils sont devenus ce qu'ils pouvaient faire. Mais nous, on est restés, on a enseigné, effectivement. Et vous étiez bien traité? Bon, on était traité par les moyens du Frolina, c'est-à-dire que Frolina avait ce qu'elle pouvait. Qu'est-ce qu'elle avait comme moyen? Si les Libyens donnent un peu de vivres, on nous donnait un peu. S'il n'y a rien, bon, ben, on mangeait des dates. Vous n'avez pas de famille avec vous? Non, enfin, moi, personnellement, après la chute de Bardaï, je fais partie de ma famille, parce que je savais que ça allait venir. J'en étais bien informé, donc je fais partie de ma famille. Parce que je sais que de la manière que le combat de Bardaï ont été menés, les AD4 qui quittaient Libreville pour venir tirer à Bardaï, les roquettes tombaient, ça n'explosait jamais. Et les AD4 qui sont en Djamena partaient, c'est ça la position du Frolina, les roquettes tombaient à côté, il n'y avait pas d'explosion. Donc on savait que l'armée française était en plein dans le mille, c'est clair. Mais c'est une question politique. C'est aux responsables dirigeants de gérer ça, mais on a enseigné.
On a enseigné jusqu'à ce que 1979 arrive, tout change. Donc, les prisonniers de Florina, nous devons les prisonniers des fans. Les fans, ça n'a pas duré parce que le groupe de Faya s'est rallié à Hissène Habré en quittant Goukouni. Donc, mais ça n'a pas duré longtemps parce que le Florina, l'équipe du Florina qui était à Faya, qui est venue en N'Djamena, avec les événements de N'Djamena, s'est trouvé mélangé à d'autres groupes et reparti et demandé le secours libyen. Et ils sont redescendus et en une journée, 2 semaines, tous les Floridiens, tous les fans qui étaient là sont partis. Les Libyens sont venus occuper les lieux, etc., etc. Et ça a été d'ailleurs très difficile pour la population parce que quand je suis revenu plus tard à Faya, les amis qui étaient là m'ont dit ouais, c'était pire que ta prison. Effectivement, quand un Goran ne peut pas aller cueillir ses dates, vraiment c'est une prison. Effectivement, ils n'ont pas pu cueillir leurs dates pendant 3 années. Ça, ce sont des souvenirs tristes. Bon, mais de toute façon, nous avons travaillé avec la compréhension des uns et des autres. Hein. Et vous avez recouvert votre liberté grâce à l'accord signé avec les rebelles? Non, 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 il n'y a pas eu d'accord. Hein. C'était la liberté, on l'a recueillie comment? C'est-à-dire qu'en fait, on était des citoyens libres dans Faya. Mais tu ne veux pas sortir plus loin. Et puis de toute façon, il ne faut même pas essayer parce que tu n'iras pas. Bon. Mais nous avons été libérés quand les Libyens, avec le Gound, sont venus prendre Faya. Goukouni a fait une tournée au sud. C'était le contrat qu'il avait pris avec la population du sud. Je vais vous libérer vos enfants. Donc il est venu, il a libéré tout le monde. C'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé en N'Djamena un matin, voilà, l'histoire. Mais sinon, en matière de séjour, bon, quand il manquait quelque chose, on venait voir le président Goukouni, qui était très gentil d'ailleurs. Moussa, tu dors chez nous? Je dis, Moussa, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le président, mais tu as des anciens, mais les pantalons sont troués, là, on fait comment? Il ordonne qu'on nous donne quelques dinars, on va acheter des tissus, chacun couvre un jalabia ou un pantalon, pendant qu'on vivait. Bon, ce qui était vrai, c'est que c'était une bagarre pour les Floridiens de dire que je peux gérer. Mais ils n'avaient pas les compétences. Ils avaient beaucoup de compétences qui étaient venues avec la chute de Faya l'argent. Mais je ne sais pas quelles sont devenues ces compétences-là. Le Floridien n'a pas pu gérer Faya. Il n'a pas pu. C'est vrai, il lui manquait des moyens financiers. Et il avait tout le temps en bagarre parce que quand ils sont arrivés, ils se sont retrouvés en plusieurs clans. Le temps que Goukouni se batte pour faire ce qu'on appelle le Floridien FAC, il a mis du temps pour le faire. Mais il a réussi pour pouvoir venir en N'Djamena avec. Mais après eux, les gens sont tombés sur notre camp. Donc finalement, il n'y a pas eu ce qu'on appelle une gestion administrative réelle. Mais c'était une gestion de combattants. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on en a. Bon, nous aussi, on va enseigner avec ce qu'il y en a. Quand ça ne va pas, on va dire, bon, ben, écoutez, les pantalons sont trop trouvés, les jalabés, ça ne va plus. On lavait nos habits avec du natron. Donc ça rongeait les habits. Donc il fallait donc qu'on négocie avec eux pour qu'ils trouvent un peu. Et ils le font souvent. Moi, je me souviens qu'ils ne m'ont jamais déçu. Chaque fois que je venais, quand même, il y avait de quoi acheter le savon, il y avait de quoi manger quelque chose. Bien sûr, il y avait de la frustration qui existait. C'est-à-dire que pour nous... Et vous avez peu de contact avec la famille, pas de communication? Bon, ça, grâce à la Croix-Rouge, donc on s'envoyait des petits mots quand même. Il y a la Croix-Rouge qui était là, bon, ben, elle prenait le courrier, elle venait en N'Djamena chercher votre famille, la retrouver, bon voilà, une lettre de votre fils qui est là-bas, etc. Vous avez eu, quand le Gound, c'est ça le Gound, parce qu'après la guerre de 79, il y a eu un semblant de gouvernement à N'Djamena. Et donc, le Florina a profité pour dire, bon, moi aussi j'ai des personnes, donc il faut que vous les preniez en compte. Donc, ils sont venus à N'Djamena reprendre et un autre d'arrêté d'affectation. Nous, maintenant, tous après leur jeu, bien entendu. Ouais. Et Adam Togoy, à l'époque, chef d'état-major, est venu nous trouver, il dit, bon, écoutez, moi je veux prendre votre argent, mais on m'a dit qu'il faut que quelqu'un d'entre vous soit présent. Désigner quelqu'un. Donc, l'effort pour eux donc, de nous mettre à l'aise, mais c'était par les moyens limités. Mais il faut dire aussi que c'est l'occasion de dire que mes amis qui étaient avec nous là-bas étaient des braves garçons. C'était des braves garçons parce que vraiment supporter, être enseignant et vivre dans le dénuement le plus total, il faut le faire. Il faut le faire parce que tu peux manger à midi, tu peux manger le soir, etc. Mais nous avons réussi autre chose, c'est que nous avons pu... chaque fois qu'il y avait quelque chose, on se le partageait tous. Et une chose extraordinaire s'est produite, c'était qu'un matin, un monsieur arrive avec un véhicule de 5 tonnes de vivres. Il vient voir le Florina, il dit, bon écoutez, moi je viens de faire la N'Djamena,
j'ai ce bordereau-là. On m'a dit de chercher un certain Moussa Wayor. Si ce Moussa Wayor-là n'est pas là, je ne serai pas payé. Il faut que ce soit lui qui décharge ce bordereau. Bon. Alors, on m'a fait chercher, j'ai dit tiens, cette fois-ci c'est foutu pour nous. Parce que depuis là qu'on ne m'a jamais appelé, alors si on appelle, c'est que donc c'est la fin. Alors, on est parti en rigolant un coup, et je vous ai trouvé de responsable, il dit voilà, Wayor, c'est ça ce qui se passe. Bon, mais moi je suis votre prisonnier officiellement, donc ça reste ici, dans mon magasin. Le responsable dit non, non, non. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que ça reste ici. Vous voulez, donnez-moi un cadenas, je mets, je prends la clé, mais c'est tout. Mais ils ont été gentils. Tout ce qu'on a pu, donc donner des rations aux enseignants pour un mois chacun, comme ça nous a permis. Et qui avait envoyé ça? Je vous assure, jusqu'à demain matin, je ne sais pas qui. Jusqu'à demain matin. Sur le bordereau d'envoi, vous ne voyez rien de précis, sauf la liste du matériel, de vivres qui sont dans Et on exigeait que ce soit vous qui fassiez la tout. décharge. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. J'essaie de réfléchir en pensant à la CECADEF, parce qu'il y avait un professeur qui était avec nous, qui était un prêtre, le père Luis Marteles. Je pensais à lui, je pensais également au père Fort, parce qu'il était venu nous voir à Fayalajo. Je pensais à ça, mais je ne voyais nulle part l'indication. Mais toujours est-il que ça nous a soulagés aussi. Alors, vous avez retrouvé votre liberté, vous êtes retrouvé à Djamena. Oui. Et après, vous avez été affecté ailleurs ou bien vous êtes resté à Djamena? Alors, la belle histoire, j'arrive à Djamena, on me dit, on va t'affecter dans un devant. Je dis, monsieur, j'ai pris 10 jours de roquettes dans mon crâne, je suis incapable de produire un cours. Laissez-moi devenir un commis aux écritures pendant une année, le temps que le bruit des roquettes se tasse, et je pourrais donc aller enseigner. C'est comme ça que je suis resté à N'Djamena et je me suis retrouvé un matin nommé assistant du directeur général. À ce poste-là, j'ai participé donc à la relance de l'administration de l'éducation lors d'une mission du gouvernement au Sud. Ça m'a permis d'expliquer la nécessité de reprendre l'administration scolaire, surtout la validation des diplômes des écoles normales quand ils ont été délivrés pendant les événements, valider également les CP et les BPC qui ont été délivrés à l'époque. Et donc, etc., nous sommes arrivés aussi à un séminaire pour pouvoir relancer le système éducatif national à l'époque. Donc, nous avons pu faire un travail de ce genre. On a pu ainsi nommer au niveau national des responsables pour diriger le système éducatif. En restant donc au service central jusqu'à ce qu'un matin, on nous dit que le GUN s'en va et c'est vrai, enfin les fans arrivent et on s'est retrouvé dans un nouveau système, dans lequel nous avons continué aussi. C'est ça. Et si M. Moussa Wayor, si on vous demandait d'écrire ou de réécrire l'histoire de ce pays, l'histoire tumultueuse de ce pays, sur quel axe vous allez vous situer par rapport à la première rébellion, par rapport au premier coup d'État, par rapport au passage des militaires au pouvoir, par rapport à cette guerre sanglante des événements de 79 et autres? Comment allez-vous vous situer? Bon, si la nouvelle histoire du Tchad à réécrire, c'est d'abord de s'asseoir et de se demander est-ce que nous avons besoin d'un Tchad dans sa forme actuelle ou non? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si vous avez besoin du Tchad dans sa forme actuelle, alors il faut se regarder bien dans les yeux. Il ne faut pas éluder les questions. Le Sud, si vous voulez, je prendrai comme repère le séminaire de cadre de 81. Le Sud, en arrivant ici, en N'Djamena, au séminaire de cadre de 81, avait l'idée que si ça ne va pas, on se sépare. Le Nord est arrivé chacun de son côté, en fait. Je dis chacun de son côté, pourquoi? Parce que il y avait les Libyens qui, dans l'ombre, voulaient d'un Tchad arabe. Et il y a des Tchads du Nord qui ne voulaient pas de ce Tchad arabe à la manière des Libyens. Donc, s'il faut aller avec un Tchad nouveau, c'est dire oui, il faut écrire une histoire d'un Tchad nouveau, de savoir que le Sud pense que la question arabe est politique, et il faut que les autres l'acceptent comme telle. Il faut aussi que les autres comprennent que pour les sudistes, l'arabe est une arabisation, quand bien même que ce n'est pas ça.
et arriver à trouver une approche politique et pédagogique pour d'abord neutraliser ce problème d'abord. Parce que nous sommes trouvés influencés intégralement par le système. Si vous pouvez retrouver dans vos documents d'histoire ce qu'on appelle le troisième cercle de Nasser, le Tchad est intégré dans le troisième cercle de Nasser. Dans le système de l'évasion des nations arabes, l'Arabie, c'est d'abord ça. Donc, l'arabisation était un impératif. Mais les nôtres n'ont pas pensé qu'en dehors de l'arabe, il y a d'autres langues, il y a d'autres tribus. Et pourtant, l'histoire de la pénétration de l'islam en Afrique du Nord a démontré que les premiers leaders de l'islam, qui étaient dirigeants en Afrique du Nord, et même dirigeants en Égypte d'ailleurs, c'était des gens qui avaient une vision tolérante. Si je peux dire un peu ce mot en arabe, c'est-à-dire c'est-à-dire les droits des musulmans et de ceux qui ne le sont pas. Ces documents existent. Pourtant, avec ça, ils ont géré les Berbères, qui ne sont pas des musulmans, les Berbères. Ce ne sont pas des Arabes, les Berbères. Ils ont pu les gérer, ils ont fait des États. Et au Tchad, on n'arrive pas à comprendre qu'il faut absolument que cela... Non, comprenez ça et faites en sorte que pour accéder à la langue arabe, ce n'est pas un problème. C'est la chose la plus facile à faire au Tchad, c'est l'enseigner l'arabe aux sudistes. Mais les gens ne savent pas comment le faire. Et comme nous ne sommes pas du secteur, bon, les jours où ils voudront penser à la question, nous assurons pour expliquer que l'arabe peut s'enseigner au sud du Tchad, en même titre que la langue française, et être intégré comme une langue de recherche. Sans problème. Malheureusement, c'est les défenseurs de la langue arabe qui font que ça fait peur aux autres. Ça aussi, c'est une partie du Tchad à réécrire. Autre chose, si vous voulez réécrire encore le Tchad, c'est qu'il faut accepter que le nomade est un nomade, avec toutes ses valeurs culturelles. Parce qu'un peuple nomade a sa vision de la vie. Il est en permanence en totale insécurité. C'est ça le nomade. Qu'il soit tchadien, qu'il soit mauritanien, qu'il soit malien. Le nomade est d'abord en insécurité. S'il y a quelqu'un qui sait scruter le sol, mieux qu'un nomade, ça n'existe pas. Un nomade peut savoir que cette trace-là, c'est un monsieur qui vient d'arriver aujourd'hui. Ça, c'est un monsieur qui est arrivé hier. Il va retrouver. Mais c'est parce qu'il est en permanence en insécurité. Et pour bien encore comprendre tout ça, il faut lire seulement les tours des chapelles. Donc, on est en train de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la réécriture de l'histoire du Tchad. Aujourd'hui, vous voulez un Tchad nouveau, il faut arriver sur le Tchad de valeurs. Des valeurs, c'est-à-dire la probité morale, la probité intellectuelle. Or, avec les 119, les valeurs sont remises en cause. À partir de 119, ce n'est plus le gars qui est d'une grande probité morale ou professionnelle ou intellectuelle qui est considéré, qui est vénéré. Ce n'est pas ça. C'est l'homme qui a l'argent. Je me rappelle quand je suis arrivé en 81 ici, j'ai eu les gens de mon âge, donc de ma génération, qui avaient des cheveux plus blancs que moi. Moi, j'avais encore des cheveux noirs. J'ai dit à l'un, mais tu m'expliques un peu. Comment toi, tu as les cheveux plus blancs que moi, alors que moi, j'étais en train, chaque jour, de voir un de mes compagnons de faille à crever, exécuté, mort et machin. Je suis parti enterrer plusieurs d'entre eux. Il dit, ouais, comprends que moi, je pars en brousse, je coupe le fagot, je peux sur ma tête, jamais pour que mes femmes préparent à manger. Je préfère ta mort, la mort que tu as vécue. Donc la valeur a changé. On n'avait plus la valeur intrinsèque de l'homme intellectuel, assis, non, le monsieur qui a construit sa vie, qui est arrivé. Non, ce n'est pas ça. Donc depuis cette date-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit bien jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui pense que parce qu'il est et qu'on doit, ça n'existe pas. Mais nous pensons que la construction de ce Tchad doit arriver à ça, à la probité morale des hommes. Il faut qu'on prenne en considération la probité morale des hommes, qu'on éduque la jeunesse d'aujourd'hui dans la probité morale et intellectuelle. Et il faut aussi que les autres comprennent également. Et là encore, je parle donc de la conception des livres qu'on écrit. Il faudrait que le Centre national de curricula revoie sa collecte de livres, les livres qu'ils vont mettre dans les écoles, parce que vous avez beaucoup de livres sur le désert qui sont écrits par beaucoup de gens. Ça vous permet aux enfants d'apprendre comment sont les... Mornadji, le général Mornadji, gouverneur de l'Ennedi Ouest, ce qu'il a fait, c'est formidable. Lorsqu'il a fait venir les oui, enfants et ça, au sud découvrir le paysage. Je vous assure que ces enfants seront marqués. Donc, le Tchad de demain, si vous voulez, il y a cette forme de probité morale. Mais l'autre question, qui est liée également à la nomadisation, ce qu'on appelle le respect de la parole donnée.
Ça, c'est difficile au Tchad. Je sais que ce n'est pas difficile. C'est le respect de la parole donnée. Alors, Monsieur Moussa Wayor, vous avez traversé des moments difficiles, notamment pendant 3 ans, vous étiez retenu prisonnier. Qu'est-ce qui a fait votre force? À chaque fois que vous rencontrez ce genre de difficultés, qu'est-ce qui fait votre force? Vous avez perdu votre papa, très jeune également. Votre force, c'est quoi? C'est la religion, c'est votre croyance? Ben, je crois que c'est en ce moment précis, on a besoin de chercher un repère. Le repère est important. Quand vous vous trouvez devant un dilemme de ce genre, faut-il fuir, faut-il rester, faut-il se rallier? Il y a un dilemme. Mais je me rappelle, moi j'ai eu le cas parce que Youssouf, le défunt Brahim Youssouf m'a mis en contact avec Mohamed Abba, qui doit être là en ce moment. Lui aussi, il était patron d'une aile de Freudian, c'est-à-dire c'était en fait le chef de la première armée sur le plan politique. Et il y avait Ouragaba, qui était le patron de la partie armée, la branche armée de la première armée. Et il était donc question de me récupérer Mawayor dans ce groupe. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux qui est mort, c'est un de mes amis du lycée, Bakay plutôt, qui s'appelle. Nous avons discuté toute une journée avec Mohamed Abba sur l'éventualité de mon adhésion au Freudian quand j'étais professeur à faire. Nous avons discuté pendant longtemps, et puis je lui ai dit, bon, écoute, j'aurais bien voulu aller avec toi. Mais nous sommes devant une sauce qui est déjà prête. Il reste que la boule. Je n'aurai pas de fierté en te rejoignant. C'est-à-dire, je serai quelqu'un qui est arrivé quand tout est prêt. Je n'ai pas connu les difficultés de rochers, de montagnes. Vous voulez ici, je rentre avec vous? Non, je ne pense pas. Et puis, j'ai une vision de la notion de révolution qui n'est pas la vôtre. Il dit laquelle? Il dit la révolution ne se négocie pas. Ça, c'est une vision tout à fait marxiste, castriste et je dirais même tchéguévariste. Quand vous négociez une révolution, quand une révolution négocie, elle devient une revendication. Elle n'est plus une révolution. Elle ne veut plus changer. Elle accepte le compromis. Ce n'est plus une révolution. Donc, je préfère vous laisser faire. Si nous sortons vivants d'ici, nous nous retrouverons, on en parlera. Évidemment, on n'a pas pu se retrouver. Le temps d'arriver ici, le Gount est parti, lui aussi il est parti avec. Et maintenant, là, je pense qu'il est rentré, mais avec l'âge, je ne sais pas. Bon, bref, toujours est-il que le repère qu'on a, c'est d'abord un repère moral. Il faut absolument avoir un repère moral. Si vous n'avez pas de repère moral, vous crevez. Vous crevez. Crevez pourquoi? C'est-à-dire, soit vous vous accrochez à une religion, ou vous créez des valeurs sur lesquelles vous croyez. C'est-à-dire, vous dites que c'est un événement, comment vous appelez ça? C'est un accident de la vie, de votre histoire, et vous acceptez votre sort. C'est-à-dire, vous intégrez tout ce qui vous arrive, et vous maintenez là-dessus. Et effectivement, jusqu'aujourd'hui, ce que nous avons tenu, nous avons considéré que tout ce qui nous arrivait, nous devons l'intégrer comme étant considérant faisant part de notre histoire, en bien ou en mal, il faut savoir avaler. Si vous ne savez pas avaler, vous n'irez jamais loin. Alors, c'est par la force des choses que vous êtes retrouvé dans une autre révolution, de 1982 à 1990. Vous étiez responsable, même dans cette révolution, dans l'UNIR. Vous étiez nommé directeur national de l'animation politique. C'était donc entre 1986 et 1990. Oui. Alors, est-ce que c'est par la force des choses que vous êtes retrouvé responsable au premier plan? Non. C'était pas par la force des choses. J'étais avant ça directeur de la culture, de l'application et la promotion des langues nationales. Et le parti avait voulu former ses militants. Et ils ont fait recours, n'est-ce pas, aux Zaïre, en amenant des cadres pour faire l'encadrement. Et les Zaïrois avaient demandé si au Tchad, il n'y a pas un Tchadien qui peut venir les aider dans le travail de mise en place de cette formation, etc. Et il s'est trouvé que le commissariat de l'organisation de l'époque avait demandé que ce soit le directeur de la culture. Bon, c'est donc Wayor qui était directeur de la culture, donc j'ai participé avec eux. Il y a un organe une commission du parti qui a été créée pour donc assurer cette formation des militants. Et une fois que la formation a été finie, il était question de continuer cette action à l'avenir dans l'encadrement national, n'est-ce pas, des militants du parti.
Et c'est ainsi qu'un matin, nous nous sommes retrouvés directeurs de l'animation politique. Et une fois nommé directeur de l'animation politique, et en toute chose, et là je répète pour tous qui veulent l'entendre, dans votre vie, ne faites jamais quelque chose en laquelle vous n'y croyez pas. Ne le faites jamais, vous serez déçus. Donc quand on était nommé directeur de l'animation politique, nous avons dû concevoir un principe de l'action de l'animation politique qui est une action de mobilisation des militants, d'éducation et de formation du militant du parti, qui doit connaître l'idéologie de son parti, qui doit être vigilant pour la sécurité de son parti, pour sa propre sécurité à lui-même. Et nous avons cru en ce moment qu'il est possible de construire l'unité du pays. Malgré un certain nombre de choses, nous avons pensé qu'il est possible de construire l'unité du pays. Donc nous croyons fermement qu'il était possible de construire l'unité de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il faut bien arriver à ce que tôt ou tard, même si maintenant on n'a pas encore totalement réussi l'unité de ce pays, nous y arriverons si on y croit. On y croit en se libérant de principes qui rendent suspect automatiquement l'autre. C'est-à-dire l'autre devient nécessairement votre ennemi, ce n'est pas normal. Il faut arriver à se dépasser, se libérer de cette contrainte. Et nous avons cru à ça quand nous étions directeurs de l'animation politique. Et lorsque Hissène Habré avait quitté le pouvoir en 1990, chassé par le MPS, oui. Et tout ce qu'il avait fait était sorti au grand jour. Et vous, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui se passaient? Si je vous disais que je ne sais rien, je mens. Le directeur national de la propagande politique d'un parti pour dire que je ne sais rien, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et je vous apprends seulement que les gens étaient surpris quand la liste de la DDS est sortie et qu'il n'y a pas mon nom. Il y en a qui ont dormi en dessous du tableau pour être sûr que c'est ça. Donc à l'époque, on vous craignait pour rien? Non, mais c'est une question de principe. Je crois qu'il y a Oumour Abdelrahman qui doit être encore là en vie. Il est la troisième personne avec nous quand on était dans le salon du Hissène Habré. On était 3. Il m'a dit, mais en fait, voyons ton histoire là, c'est quoi? Il m'a dit, mon affaire là, c'est former les militants, défendre leur parti d'unité nationale, etc. Qui vous a posé cette question? Hissène Habré. Que j'explique l'animation politique là, c'est quoi? On était 3. Quand j'ai fini d'expliquer, il m'a dit, et comment ça va fonctionner? J'ai dit, bon, moi je m'occuperai de l'image du parti. Tout ce qui concerne l'image du parti, je m'en occupe. C'est-à-dire que tout ce qui fera progresser les partis, tout ce qui fera évoluer le parti, nous sommes là. Et tout ce qui peut porter atteinte au parti, alors nous rendrons compte. Donc, il est normal que les secteurs changent. Chacun prendra son domaine de travail. Et c'est comme ça que nous sommes séparés. Donc, il est vrai qu'on doit savoir, pourquoi pas. Si nous avons intervenu plusieurs fois pour faire sortir beaucoup de personnes de prison, c'est parce que nous savons. Maintenant, la chose qu'aujourd'hui les gens redoutent, mais un pouvoir, si vous dites que vous êtes dans le pouvoir et que vous dites qu'il n'y a pas de choses, ce n'est pas possible. Il y a le principe d'un pouvoir, il y a lèse-majesté. Vous connaissez ce qu'on appelle la lèse-majesté. Oui. Mais le principe de lèse-majesté, c'est quoi? Le principe de lèse-majesté, c'est que tu dois prévoir qu'à l'heure H, le chef peut demander telle chose, qui est censé disposer de ces choses. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. L'autre chose, c'est laquelle? Ce qu'on appelle les 100 pas du prince. Vous connaissez les 100 pas du prince? Oui. Bon, alors, les 100 pas du prince, il faut le savoir, que c'est une zone, quel que soit alpha, vous devez tôt ou tard savoir comment vous l'arracher. Donc, tous ces principes vous aidant à comprendre que vous devez fonctionner dans une limite précise de votre responsabilité. Tout en sachant, on ne vous a pas demandé votre avis, on ne pas demandé votre avis. Et si on vous le demande, vous le dites. Mais ayez foi à ce que vous dites. Si vous n'avez pas foi à ce que vous dites, évidemment, c'est difficile. C'est pour ça que hier encore, quelqu'un me dit, mais dis-moi un peu, comment c'est qu'il n'y a pas encore ton nom dessus? J'ai riais tout ça, j'ai dit, parce que c'est le principe. Si vous n'avez pas de principe dans la vie, c'est difficile. Mais est-ce qu'avez-vous des regrets lorsque aujourd'hui on remet tout en face du monde, tout ce que nous avons vécu comme des tueries sous le régime de Hissène Habré, alors que vous avez essayé de vendre un peu l'image du parti à la tête duquel se trouvait ce même monsieur? Est-ce que vous avez de regrets? Non, c'est-à-dire, est-ce que vous appelez ça regret? C'est ce qu'on appelle on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité?
Les gens ont oublié toujours que les gens ont mené des combats sur le base d'un certain nombre d'accords tacites qui n'étaient pas écrits. Vous ne connaissez pas l'affaire de la caisse blanche? Non. Sandouk Abed Damatar. Ben, c'était que ça a été promis, toutes les maisons blanches, tout ce qu'elles contiennent, c'est pour vous. Donc la villa, le frigo, etc. La première chose qu'on cherchait, c'est qu'elles avaient une villa. Mais ça fait partie du contrat. Bon. Et puis, il y a une chose qu'on a toujours oubliée dans ce pays, c'est le rôle de la vendetta. La vendetta a agi dans ce pays-là. Et une vendetta qui n'avait pas dit son nom. Mais c'était bien ça. Ça, j'ai vécu ça aussi à Faya, parce qu'il y avait des amis qui sont morts, mais quand on a cherché à vérifier, c'était que parce qu'à l'époque, l'opération qui a été montée contre tel ferrique, tel type était le chef des opérations. Vous comprenez? Maintenant, vous voulez comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en ce qui concerne les éléments de l'époque. Mais vous ne pourrez pas le faire parce qu'il y a des choses qui ont, même ici, été dépassées par le 1984. Il a rattrapé. Que les gens ne vous trompent pas. Ceux qui ont déclenché septembre 1984 le savent, qu'ils ont commencé avant et après. Nous avons des parents qui sont morts dans cette opération. Mais ces parents-là sont morts avant que les gens ne partent de N'Djamena pour tirer au clair la situation. Aujourd'hui, j'entends la pauvre Moudeina se battre comme un beau diable pour trouver la vérité, mais je pense que Septembre Noir, c'est un autre dossier à part. Il faut bien que les gens soient courageux pour regarder ça en face. Alors, Moussa Wayer, en 1990, le MPS prend le pouvoir et vous êtes toujours resté dans les affaires, ou bien vous êtes replié avant de revenir en N'Djamena, puisque vous étiez quand même l'un des pivots du parti, l'UNIR. Je vais vous surprendre, c'est mes voisins qui m'ont renvoyé. Je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas sortir, mais le voisin m'a dit pourquoi tu ne sors pas? J'ai dit, mais je vais sortir pour aller où? Je n'ai même pas un sou dans ma poche, je vais rester dans je reste là, si mon jour est fini, je meurs. 3 de mes voisins sont venus, tu prends ta voiture, tu sors. Les enfants, on s'en occupe. Donc j'ai pris ma voiture pour partir, un de mes neveux était là, il est monté avec moi. Vous êtes sorti pour aller où? Je suis parti vers Lignan, dans un village que je connaissais, je suis parti m'arrêter là-bas. Puis un vieux qui est là-bas, il m'a dit, bon, vous étiez venu, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, ça. Il dit, bon, d'accord, très bien. Il a appelé quelqu'un, ils ont pris la voiture, aller construire une case dessus, et puis je suis resté dans la case pendant 3 jours. Et le 3e jour, j'ai dit, bon, écoutez, je vais repartir. Et je suis revenu. Tout le monde est venu, mais tu es fou. Je dis, non, je ne suis pas fou. La chose là, quand c'est fini, là, ça finit où? Donc, c'est comme ça que je suis revenu. Bon, je suis revenu, bien sûr, c'est normal. Tout le Vous avez repris les activités, vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez même ministre de l'Éducation nationale, gouverneur oui. Chez vous, chez vos oncles maternels, oui. Dans la Tandjilé. C'est ça. Mais je pense que là, c'est une qualité qu'il faut reconnaître à Idriss Déby. Chef de l'État, chef militaire, chef politique, il sait ce qu'il veut. La compétence, là où il la cherche. J'ai dit souvent à qui veut l'entendre que Idriss Déby a été gentil avec moi, parce que quand on arrive dans un pays, on prend un pouvoir, c'est le directeur de propagande qu'il faut détruire le premier. Il ne m'a pas touché, il ne m'a pas inquiété, donc je lui tire chapeau, et je lui reconnais gré. Et ça, je le parle de mon cœur. Et il vous a même rehaussé? Non seulement rehaussé, aujourd'hui même, je sais que dans mon esprit, il a toujours une idée gentille à mon égard. Ça, c'est ma pensée. Mais au niveau de l'activité qui va suivre après, c'était quoi? C'était qu'il fallait relancer le MPS dans le 5e arrondissement de l'époque. Donc nous étions de ceux qui ont mis en place la structure du MPS de l'époque. On fait la cellule de MPS, nous avons monté la cellule de MPS et elle fonctionnait. Jusqu'à partir au congrès, etc. Voilà. Bon, c'est peut-être parce que je continue à croire que les Tchadiens peuvent encore faire mieux. C'est pour ça qu'ils m'ont fait appel, je pense. Et notre émission tire pratiquement à sa fin, M. Moussa Wayer. Alors, si on vous demandait de résumer votre parcours en 2 ou 3 mots pour vous permettre de tirer les leçons. Bon, mais s'il y a vraiment une leçon à tirer, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas que j'ai été un brillant Tchadien. C'est ça la pensée que j'ai. Je n'étais pas papa meilleur.
Vous étiez un bosseur. Peut-être un bosseur, peut-être, mais pas brillant, pas meilleur. Je ne pense pas que je suis un Tchadien à part. Mais je pense qu'on peut, avec des principes, faire des choses. C'est ce que je peux dire. Vous avez goûté à tout aussi, l'administration, Oui. La culture, la jeunesse, le sport. Tout. Et tout ce que vous avez eu à rencontrer vous donne l'envie d'écrire, de laisser quelque chose pour la progéniture? Je pense que je vais écrire, mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous raconte. C'est formidable. Si vous me donnez une minute seulement. Oui, très, très rapidement. Je venais de quitter le gouvernement, j'étais dans un bus. Je partais au building de Moussal dans un bus. Et je vois une moto qui fonce et qui fait comme ça à la main. Et le chauffeur s'arrête. Puis le monsieur descend de la moto. Il dit, monsieur Roya, descendez. Prenez la clé de la moto. Ancien ministre de l'Éducation nationale? Ministre de la Culture, Jeunesse et Sport. Oui. Il me remet la clé de la moto. Il dit, il faut prendre ça pour aller au travail. Je dis non. Je suis hyper tendu. Et je prends la moto. Je risque encore d'avoir des problèmes. Je te remercie beaucoup. Mais je vais rester dans le bus là, c'est bon, je vais partir. Ce jeune homme est parti. Le chauffeur du bus me dit, c'est où là? Tu es ministre? Je dis, oui, on a un ministre, mais c'est Arben Margoni Khalas. Il me regarde, il dit, voilà des choses qui me marquent. Que vous pouvez peut-être reproduire. Il me dit que tu n'es pas un voleur. Si tu es un ancien ministre, tu n'as pas de voiture, c'est que tu n'es pas un voleur. Donc ces deux choses, ce même jour, m'ont marqué. Et si je dois écrire, j'en écrirai, ça fera partie de beaucoup de choses. Ça, c'est sûr que je vais l'écrire. Je pense que d'ici l'année prochaine, j'aurai le temps de l'écrire, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez un dernier mot, très rapidement? Bon, s'il y a un dernier mot, c'est d'abord de vous dire merci pour l'émission, qui permettra à chacun de nous de dire ce qu'il connaît de ce pays un peu, ce qui peut guider les uns et les autres. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission. Nous venons de recevoir comme invité M. Moussa Oyor. Il est actuellement secrétaire général adjoint de la culture, un professeur d'anglais, de formation, ancien ministre de la culture, de la jeunesse et des sports. Il a occupé plusieurs autres postes de responsabilité. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci d'être en notre compagnie tout au long de cette émission. Au revoir et à la semaine prochaine.